Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico en vidéo. Alors nous sommes sur une vidéo extrêmement spéciale. Alors c'est une vidéo qui sera dédiée à l'histoire. Voilà, je lance en ce moment une petite série sur l'histoire. Il y aura une autre vidéo qui va sortir. Et là, cette vidéo va concerner Athènes, berceau de la démocratie. Donc je vais présenter l'histoire d'Athènes, de sa création jusqu'à la fin de l'Antiquité. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les dates clés. Alors, les dates clés de l'Antiquité. Alors, tout d'abord, dans le but de vous amener d'abord gentiment à cette histoire, on va regarder les images qu'il y a en haut à droite. Donc, en haut à droite, il y a Khéops. Donc, Khéops, c'est un dieu qui vient de la culture ionienne. Euh, Ça, c'est l'emblème de Khéops. Et en fait, Athènes ne s'appelait pas Athènes en moins 2000 avant Jésus-Christ, ça s'appelait Créopia. Voilà, c'est le premier nom donné par les Ioniens après leur invasion. Alors, pour information, les Ioniens, vous voyez la Turquie actuelle, vous regardez la côte ouest, la West Coast, et ben là, tout au bout vraiment de la Turquie à gauche, vous avez les Ioniens, et plus tard on les connaîtra sous le nom de la Ligue Ionienne, qui est beaucoup qui est énormément lié à Athènes. Ensuite, entre moins 1650 et moins 1100, Athènes est un royaume. Et là, on peut enfin parler d'Athènes, donc qui est le terme pluriel de Athéna dans le grec. Donc c'est une royauté, ce n'est pas encore une démocratie. Une démocratie. Ensuite, en moins 68 avant Jésus-Christ, mort de Codros, dernier roi d'Athènes. Alors, cette mort est extrêmement importante parce que ça met fin à une période de la royauté. Voilà, la civilisation mycéenne est peu à peu mise de côté parce qu'en 1068, entre 1068 et 564, ça devient un État. Un État avec une démocratie qu'on pourrait dire bancale. C'est pas une vraie démocratie comme on a à l'heure actuelle en 2016. C'est une ville-État souveraine. Donc c'est à la fois une ville, c'est un État, parce que c'est un peu comme Monaco, sauf qu'un Monaco avec comme une bonne puissance régionale, avec une bonne congrégation de villes et de villages autour. Et elle est dirigée, cette ville, cet État souverain, est dirigé par les Eupatrides. Les Eupatrides d'Aé. Voilà. Donc entre guillemets les bien-nés. Donc c'est en fait ça reste un petit peu comme aux États-Unis. Voilà. Les États-Unis ne sont pas une démocratie. C'est les gens élisent des grands électeurs. Donc ces grands électeurs ensuite choisissent qui va gouverner au sein de toutes les institutions de type Sénat et autres. Donc les Eupatrides choisissent qui sera le chef. Donc s'ensuit une crise relativement assez lourde, une crise économique qui vient tout à fait d'une instabilité économique, parce qu'en effet, donc là comme je parlais tout en haut des Ioniens, il y avait les Athéniens ont toujours aimé le commerce et la communication par la mer. Donc par la mer aidée, pour être plus précis. Ils étaient, on va dire, les maîtres de la mer aidée. Voilà, c'était leur mer. Attendez, hop. La mer Égée. Oula, la mer Égée. Ouh, la mer Égée. Donc c'était les rois de cette mer. Et donc, avec la poussée des Perses, il y a eu quelques instabilités du côté de la Ligue ionienne, ce qui fait qu'il y a eu un petit déclin financier au niveau des échanges commerciaux. Et donc, petit à petit, les gens se sont un peu énervés et en fait, à partir de moins 504, il y a l'élection de Solon qui va rédiger une nouvelle constitution démocratique. Donc, j'ai attribué une page spécialement pour lui parce il a amené pas mal de choses, vous verrez. Voilà, je vous dis pas plus, voilà, je ne vous spoile pas. Voilà, parce que l'histoire c'est l'histoire. Donc là je fais juste une présentation des dates clés. Ensuite, moins 490, moins 480. Exactement à 10 ans près, les guerres médiques. Donc moins 490 la première, et moins 480
celle qui est la plus connue, et je pense que vous connaissez tous le film 300, moins 480, c'est la deuxième guerre médique venant de la Perse. Voilà. Il y en a une qui vient de Darius et l'autre qui vient de Xerxès. Voilà. Et moi, même pour être plus précis, c'est Darius 3 et le dernier c'est Xerxès 1. Voilà. Ensuite, en moins 431, il y a la guerre du Péloponnèse qui va mener à la domination totale de la sud de la péninsule grecque. Donc c'est Sparte qui va gagner par sa puissante armée de terre. Ensuite, entre moins 395 à moins 387, la guerre de Corinthe, voilà, où Sparte confirme son hégémonie, parce qu'il y a eu quelques soucis avec, euh, avec Athènes. Voilà, il y a quelques soucis avec eux. Ils ont essayé de la mettre un peu à l'envers, parce qu'ils en avaient marre d'être dominés par les Spartiates, parce qu'à la base, les Athéniens aiment la liberté, aiment les choses comme ça. Et vous verrez que on est un peu, c'est un peu bancal aussi cette histoire vis-à-vis notamment de Solon qui a été élu en moins 64. Il fait une avancée, mais pas totalement une avancée. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, en moins 338, montée en puissance de la Macédoine. Voilà, ni plus ni moins, je vous explique tout simplement pourquoi ils sont montés en puissance. Parce que comme ils se sont bien sacrément foutus sur la gueule la Sparte, Corinthe et Athènes, et ben il y a eu un épuisement de leur armée et de leurs finances parce que la guerre ça coûte cher et ça perturbe beaucoup les échanges commerciaux. Donc financièrement et en termes d'hommes, ils étaient relativement fatigués parce que ils se tapaient méchamment, mais violemment. Ils étaient blessés et il y a eu énormément de morts. Ensuite, en moins 229, la libération. Voilà. La libération, parce que parce la Macédoine, vous verrez qu'elle va avoir des difficultés économiques et politiques. Alors, économique, parce que vous avez d'une part, vous verrez qu'il y a Rome d'un côté qui pousse, et d'autre part, il y a quand même, les autres villes qui poussent aussi. Et Rome, c'est un rouleau compresseur. Rome est un rouleau compresseur. Petit à petit, eh ben, Athènes va se libérer. Et elle ne sera plus sous emprise macédonienne. Et en fait, ça se fera pas avec de la violence. C'est juste qu'en fait, Athènes va quand même gagner un peu d'argent, voilà, en moins de 129. Voilà. Un siècle est passé, ils ont pu se refaire, ils se sont toujours refaits dans l'histoire. Mais à l'heure actuelle, c'est encore le cas parce qu'Athènes existe encore. Vous pouvez encore y aller, pour aller le visiter, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ils se sont relevés. Et vu que la Macédoine avait quelques soucis financiers avec la guerre qu'elle menait contre Rome, et ben, ils ont pu acheter la garnison militaire macédonienne. Ils l'ont acheté, ils ont racheté le fort. Donc les Macédoniens sont partis. Donc par conséquent, bah, Athènes n'avait plus de pression militaire. Ensuite, entre moins 200 et moins 168, Rome reconnaît Athènes comme ville libre. Et là, on peut se dire, Athènes, enfin, est devenue libre. C'est génial. Et là, vous verrez que là, j'ai fait cette coupure-là parce que là, c'est le moment où il y a une dégringolade jusqu'à la fin de l'Antiquité. Alors pour moi, la première dégringolade, c'est la première guerre de Mithriade. Donc Athènes s'allie avec le pont contre Rome, voilà. Où un peu plus haut, vous voyez que Athènes est reconnue, tout comme les Spartes, tout comme les Spartiates. Ils sont reconnus par Rome comme province indépendante, avec un petit sous-couvert de Rome, parce que bon, ils aiment comme la domination Rome. Mais ils sont relativement libres. Voilà. Ils sont indépendants, ils gardent leur identité culturelle et Rome ne force personne. Voilà. Certes, bon, il y a quelques généraux qui commandent, mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Mais Athènes voulait vraiment la liberté parce que c'est la démocratie. Et Rome, pour eux, c'était un empire. Donc, Athènes s'allie avec le pont pour faire face à Rome. Malheureusement, bah, Rome gagne et rase une grande partie d'Athènes qui perd d'ailleurs son indépendance totale. Là, c'est pas on est un peu, on vous chapote. Là, c'est on vous a dans la main, on vous a défoncé. Vous êtes à nous.
Ensuite, s'ensuit, bah, comme vous le savez, vu que ça a été mis à sac, voilà, ni plus ni moins les Romains ont foutu un bordel monstre, ils les tenaient par les couilles, donc par conséquent, ils leur interdisaient bah, d'avoir au sein de leur propre civilisation athénienne une armée de défense, voilà, ils leur interdisaient tout, ils étaient dans leurs mains. Donc là, en 267 après Jésus-Christ, bon là, on fait un sacré bond. On fait un bond de quasiment 300 ans. Et Rome a fait beaucoup de mal. Donc là, en 267, pillage des Hérules. Alors les Hérules sont ni plus ni moins que des sortes d'Allemands. Ben, ça vient de ce coin-là, voilà, du nord-est de l'Europe. C'est pas des barbares, comment on pourrait dire. Ça vient pas de la Suède, ça vient pas de là-haut, ça vient du côté du centre de l'Allemagne, les Hérules. Ensuite, en 395, toujours même dans le même délire, les Visigoths. Bon, à chaque fois, Athènes se relève, mais ils ont été sacrément emmerdés. Et en 395, pareil, les Visigoths. Enfin, dans tous les cas, ils ont bien foutu le bordel de partout. Et en 582, pillage des Slaves, toujours dans le même délire. C'est pour ça que là, je les ai mis les trois ensemble, parce que c'est des pillages, des mises à sac complètement violentes. Et à partir du 6e siècle après Jésus-Christ, voilà, vous savez très bien que c'est là que commence le Moyen-Âge. Donc Athènes devient byzantine et c'est la fin des relations, des relations, des, de la religion polythéiste. Voilà. Leur religion doit être tranchée. Voilà. Il y a d'un côté bah, les chrétiens et de l'autre côté les musulmans. Voilà, donc c'est soit l'église, soit le Coran. Soit l'église, soit la mosquée. Ouais, ils ont dû faire un choix et ça a été quand même assez partagé à cette période-là. Donc là, je m'arrête là pour cette présentation des dates. Donc là, le Moyen-Âge, 6e siècle, on va pas aller au-delà. Ensuite, donc là, je vais reprendre les dates clés. Donc là, moins 564, élection d'Ossolon. Donc là, je vous ai mis bah, une photo de sa statue. Donc son action majeure, c'est il met fin, c'est son combat principal, c'est mettre fin à l'esclavage pour dette. En Amérique, en général, quand vous avez, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous pouvez vous mettre en... quand vous avez plus de pognon, putain merde, vous pouvez en quelque sorte mettre la clé sous la porte. J'ai plus le nom, vous pouvez mettre dans les commentaires éventuellement le truc. Se mettre en faillite, voilà. Aux États-Unis, on peut se mettre en faillite si on est dans la merde. Et bah eux, ils se mettaient en faillite en devenant esclaves. Ils ne devenaient plus maîtres d'eux-mêmes. Voilà. Si ils avaient tout perdu, ils étaient mis à sac et ils ne pouvaient même plus subvenir à leurs besoins. Et ben, ils devenaient esclaves pour dette. Voilà, parce que pour les Athéniens, il y a plusieurs formes d'esclavage. Donc il y a l'esclavage par conquête militaire. Voilà. Il y a l'esclavage par naissance. Voilà. Les enfants d'esclaves deviennent esclaves. Et voilà. Donc, et aussi, il agit en grande partie pour la démocratie. Il fait aussi des lois, les lois de Solon. Il y a une dizaine qui reprennent, bah, qui sont très 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 similaires à ce qu'on peut trouver du côté des religions monothéistes. Donc, ça fait un peu penser à Moïse. Voilà. Donc, pour information, si vous pouvez les regarder, c'est les 10 lois de Solon. C'est très 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 similaire. Par contre, si vous allez sur Wikipédia, il y a un problème, je crois, pour la septième, c'est... Il y a eu un bug quand le mec il a écrit. Ensuite, entre moins 490 et moins 480, donc là, c'est une date et l'autre, il n'y a pas entre, c'est les deux guerres médiques qui se sont passées, pas contre la... Là j'ai écrit contre la Perse, mais en fait c'est plutôt la Perse contre les Grecs. Donc là, quand on regarde la carte, donc là, on peut remarquer qu'il y a plusieurs traits. Voilà, plusieurs traits. Donc le trait violet étant l'avancée de Xerxès qui est un peu plus qui est un peu plus violente. Donc alors là, on va plutôt prendre Artapherne Datis. Donc c'est le trait marron. Donc là, c'est la première poussée perse. Donc là, ils ont tapé à Rhodes. Voilà, il y a une bataille, un soulèvement ionien en plus. Ils sont allés à Samos parce que là, en fait, toutes ces côtes-là, c'était ionien. Donc c'était Athènes, ici. Donc tout ce côté-là, c'était ionien. Et bah, la Perse a poussé. Voilà, c'est comme quand ils font caca, bah, ils poussent et voilà. Donc
Ils ont poussé et ils sont allés à Charistos. Là-bas, ils n'ont pas combattu. Ils sont allés en Érythrée. Ils sont aussi rendus. Par contre, il y a eu la bataille de Marathon. Alors, la bataille de Marathon, je vous en parle juste après, parce que ça a été aussi une grande histoire. Et ils ont été arrêtés à Salamine, où ils ont eu quelques soucis de technique. Leurs bateaux ont touché de trop près les côtes. Donc, ils n'ont pas vraiment combattu, mais à ce moment-là, vers Salamine, ils sont barrés. Voilà. Ensuite, nous avons la deuxième conquête de Xerxès en moins 480. Donc là, on fait un bond de 10 ans. Voilà, Xerxès est quand même beaucoup plus violent. Donc là, on voit qu'il fait deux départs. Il fait un départ en Sarde et un départ en Phocée. Voilà, donc là, qu'on appelle aussi la cité phocéenne. Voilà, ça fait référence à ça, la Phocée. Donc souvent, nous en France, ça fait référence à Marseille. Voilà. Donc là, on voit qu'il a adopté une technique. Donc il fait marcher ses troupes terrestres en même temps que ses troupes navales. Donc les troupes navales ne marchent pas, mais il les fait avancer quasiment au même rythme. Ce qui fait qu'en fait, comme vous pouvez le voir, là à part en Sarde où il y a eu un combat en moins, bon ça c'était avant, moins 490, donc là, là c'était même 10 ans, 20 ans avant Xerxès. Donc là il avance et il fait quasiment pas de combat. Les gens, quand la Perse avance, ils se chient dessus. C'est juste un truc de malade. Ils voient une armée avec énormément de monde. Donc là, on estime à 210 000 hommes et 75 000 animaux pour porter tout ce qui est matériel et denrées. Donc là, ils avancent conjointement et jusqu'ici, jusqu'à entre chaque tour, je crois que c'est la première attaque qui s'est passée avec la flotte athénienne. Et là, ici, au niveau des thermophiles. Donc là, Thrace se rend. La Macédoine aussi. Alors, souvent, il y a souvent une rancœur qui est faite qui dit que les Macédoniens se sont rendus sans se battre et se sont alliés. Je vous dis, quand vous avez une Macédoine à cette époque-là qui n'est pas prête techniquement à monter une guerre aussi énorme, je pense que le roi de Macédoine, là, il s'est dit, je ne vais pas envoyer mes hommes à la mort. Je capitule parce qu'il n'y a pas d'autre choix à faire. De toute façon, les émissaires sont passés, ils ont demandé de la terre et de l'eau et il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu envie de voir tout mourir. Il avait rien. Il avait rien et il n'était pas non plus tellement ami avec les cités grecques telles que Athènes et Sparte. Donc voilà. Donc il s'est pas senti de se lancer dans une guerre tout de suite. Donc là, il y a eu un premier accrochage ici au cap d'Artémision. Mais il y en a eu un autre, et surtout le plus important, c'est les thermophiles. Donc là, je fais référence à Léonidas, roi des Spartes. Et il y a bien sûr la bataille donc Marathon non. Donc là, il y a Platée, voilà. Mais il y a Platée ici. Mais c'est surtout la bataille de Salamine qui aura été la plus décisive. Donc, pour moi, je retiens plusieurs personnes. Donc, il y a Miltiade le Jeune, donc c'est un Athénien. Donc, c'est lui qui a eu le réflexe pendant la première attaque venant de Darius. C'est lui qui a eu le réflexe de proposer une alliance avec le voisin d'en face, qui est pas non plus le plus sympa. C'est les putain, mais c'est pas possible. C'est Sparte. Voilà, putain, je bug. Donc là, ils sont allés, il est allé à Sparte pour demander de l'aide. D'après les histoires, il n'y a pas vraiment de traces écrites de ça, mais à ce qui paraît, ils auraient envoyé un seul Spartiate. Et ça peut s'expliquer pour le prochain PT que je vais vous montrer. Je vous expliquerai pourquoi. Même allez, non, je vous le montre maintenant. Voilà. Donc là, vous voyez tout à gauche, ici, il y a le plan de bataille des Athéniens.
Donc ça, j'ai trouvé dans un livre d'histoire. Donc là, vous voyez que dans les lignes athéniennes, il n'y a pas de Spartiates. Donc ça explique aussi pourquoi les Spartiates ne sont pas venus pour participer à la bataille de Marathon. Voilà. Donc ensuite, nous avons Thémistocle. Par contre, là, on fait un bond de 10 ans plus tard. Donc là, c'est Xerxès. Donc là, Thémistocle, un Athénien. Donc c'est un homme politique qui va pousser le développement de la flotte athénienne. Il va vraiment vouer sa vie à se dire, il nous faut une flotte, il nous faut une flotte, il nous faut une flotte. Et bien sûr, bah, ces doléances sont payées. Et ils ont réussi à avoir une flotte. Et d'ailleurs, ça lui a valu d'être très très mis en avant et très remercié dans l'histoire. Et même maintenant, on en parle encore. Thémistocle, bah, c'est lui qui a permis d'arrêter la fin de cette guerre à Salamine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la bataille de Salamine. Donc la bataille de Salamine, c'est en haut à droite ici. Donc là, au sud, vous avez la flotte perse. Donc vu que les bateaux perses étaient beaucoup plus nombreux, ils ont fait un peu comme les Spartiates. Bon, vous verrez plus tard, c'est en bas. Donc là, ils se sont dit, on va aller entre Salamine et le mont Égée. Donc là, il y a une réglette, c'est vachement bien. Ça permet de se dire, en fait, les mecs, ils se sont battus sur une ligne d'1 kilomètre. Donc les mecs, déjà, ils sont intelligents. Ils ont fait une barrière et ils les ont défoncés. Ils étaient moins nombreux, mais les bateaux étaient quand même un peu mieux ficelés. Voilà. Ensuite, on a le roi Léonidas de Sparte, connu d'ailleurs pour le film 300, qui a été représenté dernièrement dans le film 300, qui a fait un grand, voilà, ça a bien marché. Voilà, voilà. Donc là, en fait, je vais casser un mythe. Léonidas et les 300, certes, avaient 300 Spartiates avec lui, mais en réalité, ils étaient 7000 au départ. Voilà, 7000 au départ, et donc voilà, ils sont 7000 contre 210 000 hommes et 75 000 animaux. Donc des éléphants de guerre, des chevaux, voilà. Donc là, les forces perses, donc là c'est les forces perses présentes à la bataille des Thermophiles. Donc là, le troisième jour, donc là, le troisième jour de combat, parce que quand même ils sont sacrément foutus sur la gueule, et il y a eu quasiment 10 morts pour chaque homme. Donc, mais je pense que c'est plutôt les hoplites spartiates qui ont fait le plus de ratatinage. Parce que les hoplites spartiates, c'est quand même quelque chose. C'est un truc de malade. Le troisième jour, donc là, Léonidas reste avec les 300 hoplites spartiates, 700 soldats Thespies, 700 périèques et 400 thébains. Donc les périèques, c'est des gens qui sont formés, ils sont pas spartiates, mais ils sont formés par les Grecs. Voilà. Et 400 Thébains. Donc la Thèbes qui fait partie des gens qui sont sous la menace. Donc quand même, il en reste quand même pas mal au dernier jour. Et à la fin, les Perses ont fait une technique de contournement, ce qui fait qu'en fait, ils étaient pris en sandwich. Voilà. Donc voilà, il a dit, je reste ici, je ne fuis pas. Et il est mort. Donc là, on va voir comment ça s'est déroulé cette bataille des Thermophiles. Donc là, ils ont fait un camp un peu plus en retrait. Et là, la phalange s'est mis dans un coin du défilé. Et à ce niveau-là, ils peuvent se permettre de bien s'amuser. Et vu qu'ils ont des piques relativement longues, ils sont pas mal en sécurité. Et aussi par la hauteur. Parce que la phalange, en fait, la phalange d'abord a des pics d'entre 5 et 7 mètres. Donc les premiers les tendent parallèlement au sol. Donc c'est-à-dire l'ennemi est à 7 mètres. Voilà. S'il approche, il se prend un coup de pique. Voilà. Ensuite, derrière, voilà, les trois rangs juste derrière ont aussi leur pique en parallèle. Donc il y a quand même, déjà pour que l'ennemi aille au contact, faut qu'il se fasse quand même pas mal embrocher et qu'il risque quand même pas mal sa vie. Ensuite, nous avons ceux du dessus qui ont, là, je crois que c'est 4e et 5e rang, ils ont leur pique en oblique. Donc c'est-à-dire qu'ils les mettent au-dessus des épaules de leurs potes devant. Donc en fait, ça protège les mecs en même temps devant des attaques de flèches, même si voilà, des fois ça passe, mais ça retient quand même pas mal. Et les derniers les tiennent entièrement à la verticale.
Et au fur et à mesure que la phalange se désagrège, meurt, et ben les ceux de derrière remplacent ceux de devant. Voilà. Donc on n'a pas non plus trouvé j'essaie de chercher un petit peu comment se faisait le mécanisme de remplacement. Il n'y a pas beaucoup de traces sur ces techniques-là, c'était assez secret, voilà. Les Spartiates déjà n'ont pas fait beaucoup d'écrits, même pas du tout. Et on retrouve surtout les Grecs, qui les Grecs aimaient bien écrire, mais eux, ils laissent pas beaucoup de choses au niveau tactique. Voilà. Donc là, ensuite, on va passer à la guerre du Péloponnèse, qui était aussi très dramatique pour les Athéniens. Donc, moins 431, guerre du Péloponnèse et domination Sparte. Donc, Sparte veut prouver à ses alliés qu'elle peut réviser contre l'impérialisme d'Athènes, parce que Athènes est grande, est sortie, grandie et vraiment possède une aura de malade suite à la guerre contre la Perse. Et, euh, donc là, Athènes a repris. Là, vous pouvez voir la carte. Donc là, c'était juste avant la guerre du Péloponnèse. Donc là, il y a Athènes qui est ici. Et là, Athènes a repris toutes les avancées de terre. Donc au niveau du commerce, c'est génial. Ils ont aussi les villes, les îles ioniennes. Ils ont aussi les îles grecques. Voilà. Donc là, ils sont plutôt pas mal. Voilà. Donc, Sparte, voilà, la stratégie de Sparte, c'est d'y aller à pattes et d'aller leur défoncer la gueule, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Faut pas chercher midi à 14h avec les Spartiates. C'est une armée de terre extrêmement puissante. Euh, Tous leurs efforts sont pour l'armée de terre et leurs mecs sont sélectionnés, sont sélectionnés dès la naissance, sélectionnés à l'entraînement. C'est soit ils meurent, soit ils survivent et voilà. Donc c'est clair que en combat sur le terrain, ils sont plus que redoutables. Donc Athènes reprend les îles, voilà, du côté de la mer Égée et elle s'enrichit beaucoup avec le commerce maritime. Elle est dotée d'une flotte très nombreuse et aguerrie. La stratégie de Sparte est sur terre et avec ses soldats redoutables et les hoplites spartiates sont supérieurs à Athènes et Athènes tombe. Voilà. Ensuite, là pour finir, voilà. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, je vais vous proposer un jeu. Voilà. Celui qui gagnera en premier il y aura une vidéo spécialement dédiée à lui pour la victoire de ce petit concours culturel. Donc voilà, ma question, qui est cet homme et à qui ressemble-t-il? Voilà. Donc là, qui est cet homme? C'est la question sérieuse. Et à qui ressemble-t-il? C'est la question un peu lol. Voilà, parce que quand j'ai vu le bus, je me suis dit, j'ai rigolé. Mais je pense que vous pouvez très facilement le reconnaître parce que il est lié à l'histoire d'Athènes. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Voilà. On va remonter ici. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai aussi en projet de faire une vidéo sur la Macédoine. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en vidéo.